Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du S&P 500 et potentiellement de la bulle spéculative dans laquelle nous nous trouvons. Donc à l'heure actuelle, le S&P 500 vient de récupérer 6000 points, ce qui correspond à peu près à une performance annuelle de 26,56%, ce qui est absolument énorme pour un ETF. Et comme on peut le voir du coup, depuis octobre 2023, on a vraiment un S&P 500 qui fait de la ligne droite, avec quelques petites corrections de 4 à 5% par-ci par-là, et donc potentiellement arriver sur une crise ou une grosse correction en 2025 qui pourrait du coup retourner les marchés. Donc pour ça, on va pouvoir déjà se référer au S&P 500 et son P/E ratio. Donc comme vous pouvez le voir, là je suis sur Guru Focus. Et donc ici on a le P/E ratio du S&P 500 et ce depuis ses débuts en 1870. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est sur un P/E ratio de 29,56, quasiment 30, et on est le quatrième plus haut de l'histoire, en prenant évidemment en compte celui de 2021, l'énorme P/E ratio du S&P 500 de 2008-2009, et évidemment la suite, c'est-à-dire dans les années 2000 avec la crise des dot-com. Et étant donné que le S&P 500 fait 26% de performance et que les valorisations sont absolument énormes, on peut se dire que s'il y a une remise à niveau normal des valorisations, sûrement qu'on pourrait avoir une grosse correction sur les années à venir, ou du moins une forte stagnation pendant plusieurs années. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Bon bah évidemment, on vend pas, ça n'a aucun intérêt parce que du coup toute la hausse actuelle, tout le marché haussier qui monte, bah au final, on pourrait le perdre de vue, tout simplement. Donc évidemment, on ne vend pas, on continue, on garde ces actions qui fonctionnent bien et qui du coup vont grossir. Par contre, on peut essayer de récupérer une sorte d'équilibrage. Un équilibrage pour essayer d'avoir des actions uniquement de qualité qui, même s'il y a une crise sur le marché financier ou quoi que ce soit, eh bien au moins ces actions-là, elles ne perdront pas toute leur valeur et réussiront tout de même à réussir à garder un certain niveau de performance. Bon, comme vous pouvez l'entendre, j'ai un petit problème à la voix actuellement, je suis un petit peu tombé malade. Donc voilà, c'est sûrement la magie de Noël qui va me soigner juste avant. Là, on est le 24 décembre. Donc j'espère que demain ça ira mieux. En tout cas, du coup, on va regarder aujourd'hui une vidéo sur Terry Smith qui nous raconte sa présélection d'actions pour justement éviter les crises, etc. Hello, Terry. Hi. The Fundsmith Equity Fund is now 4 years old. I think it's as marked by what's not allowed in the fund as what is allowed in the fund. So perhaps you could talk me through the screening process you do for stocks. Yeah, sure. What we're screening for is to get rid of bad companies. We think there are very few good companies in the world, companies that consistently make a return on their capital above their cost of capital right across their business and economic cycle, that you can rely on not to destroy any value for you while you're holding them. Now, most fund managers will hold all kinds of companies, good and bad. And there's more than one way of investing. I'm not saying it's the only way of doing it, but one of the problems of owning the bad companies in life is whilst you're waiting for those companies, the sort of steel companies and the chemical companies and the airlines and the banks of this world to have an event, which is what people are really waiting for, a change of management, a takeover, the business cycle to turn up, they basically destroy value just the same as it would destroy value for you personally if you took in money at a cost of 10% and you invested it at 5. That's what they're doing. The companies we own take in money at a cost of, let's call it 10%, and they make 30%. You can rely on the fact that we may get the share price right or wrong when we buy them, but whilst they're sitting there in that portfolio, they consistently create value. So that's Voilà, donc déjà il dit que peu importe la valorisation, déjà en partant du principe que vous ayez des bonnes entreprises, c'est ça le principal. Des entreprises qui vont créer de la valeur, qui vont pouvoir emprunter à 10%, mais créer 30% de revenus. Donc là, il a parlé de certaines entreprises, comme les entreprises sidérurgiques, les entreprises de compagnies aériennes, de banques, etc., qui, elles, en règle générale, vont détruire de la valeur. Je pense également aux industries immobilières. Donc l'un des premiers conseils, ça va être ça, c'est des entreprises de bonne qualité avec un bon ROE, ROCE, donc des bons ratios d'investissement et de retour sur capital pour une entreprise qui crée de la valeur. That's what our screening process is about. It's about looking for companies that right across the business and economic cycle have fundamentals that actually create value by making a high return on capital in cash. I mean, one of the things that some value fund managers say is the way they're able to make returns for you is by buying significantly cheaper stocks and waiting for that re-rating.
Is there a risk then with your strategy that you're paying over the odds, that these stocks are expensive? Yeah, you're right. That's how some value fund managers seek to do it. I have to say, looking at the average results of the industry, not very many of them seem to manage to achieve outperformance with that. And one of the problems with that strategy is this: if you buy your poor company, apart from the fact that it does destroy value whilst you wait, if you get your timing roughly right, yeah, it'll make some value for you. It'll create some performance for you. The problem is then you have to go find another one. Whereas with our companies, if we select them right, we never have to go and find a new company. We can sit there, not deal, and as a result, cut down the costs of running the portfolio. Ici, du coup, la journaliste nous dit que certains fonds d'investissement vont préférer du coup plutôt une value investing, c'est-à-dire chercher des entreprises sous-évaluées pour qu'ensuite, lorsqu'elles reviennent à un niveau de valorisation normal, on puisse générer une performance. Le problème avec ça, c'est que les très bonnes entreprises sont rarement à des prix qui sont extrêmement faibles. Et donc du coup, il y a cette difficulté-là dont Terry Smith parle, de trouver plusieurs actions de bonne qualité. Are they too expensive? One of the things that we're really bad at as investors is judging the outcome of differential rates of compounding. If you have £1,000 that you invest for 30 years, so an investment lifetime, I would say, roughly, and you invested at 10%, you'd have £17,000 at the end. If you invested at just 2.5% more, 12.5%, you'd have £34,000 at the end, twice as much. If you invested at 15%, only 5% more, you have £68,000, 4 times as much. The secret to the companies we own, if there is a secret, is that they actually compound in value more consistently in the market as a whole over long periods of time. Not because they grow faster, but because they don't really have a downturn. And that's what makes them relatively inexpensive over time, because people find that hard to figure out. So we did some work on 30 years of investment, looking at baskets of companies of the sort we invest in, and said, well, on average, what could you pay for those companies in terms of a PE versus the market, and still break even over that 30 years versus the market? And you know, on average, you could pay nearly 4 times the market PE and still break even. Now, if my fund was sitting here today on twice the market PE, which it isn't, I think you'd say it's too expensive. Your value investors would say that. I'd probably say that. Yeah. But the reality is, it might not be if you take a long-term view. Ici, Terry Smith nous dit que on s'en rend pas spécialement compte, mais un très faible pourcentage sur une très longue durée d'investissement, c'est vraiment le principal outil. C'est d'ailleurs pour ça que moi personnellement, j'essaie de battre le S&P 500 dans mes investissements, parce que je sais que même si je fais 0,5% en plus que lui, bah sur une période de 10, 15, 20 ou 30 ans, c'est vraiment quelque chose qui peut m'apporter beaucoup plus de performance et donc de revenus. Il nous dit ici donc qu'en cherchant des entreprises qui n'ont pas spécialement de ralentissement économique et qui ont une croissance très importante de leur ROCE et bénéfices, on va avoir une entreprise qui va se retrouver avec des free cash flow de plus en plus intéressants et donc qui va nous permettre du coup d'avoir de plus en plus de redistribution pour les actionnaires de manière répétée. Looking then at that screening process and that attitude you've just explained, it sounds like you've got your companies in mind. The companies that are in the fund now are the ones you're going to buy and hold forever. Does this sort of sometimes mean you're blinkered to new investments? Are you still keeping a lookout for new opportunities? Yeah, look, we kick the tires pretty regularly on companies to try and find new companies to come into what we call our investable universe, which currently consists of 65 companies that we would be prepared to invest in if the price was right. And it's a continual search for that. And yet we do look on the sort of the frontiers of things to see in terms of medical devices and in terms of installed bases of software and payment systems for what's emerging. So it's not just the case that we look at companies that have been around for 100 years, although on average they have been around for 100 years, fun enough. On the whole, though, we're really suspicious of new technology. It's really difficult to evaluate. I think most of us are bad at it. So, for example, if I'd owned Sony when Sony dominated mobile music through the Walkman, would I have spotted the rise of the MP3 player and the iPod? I don't think I'd have got it. If I'd have owned Yahoo when they were the kings of search, would I have spotted that Google were going to come along and destroy their business effectively? I don't think I'd have got it. So we really like old line technology on this stuff that doesn't change very much over time. For example, we like elevator and escalator companies. The safety elevator was patented by Mr. Otis in about 1850. And you know what? It hasn't changed significantly since. And I don't think we're suddenly going to be startled by coming in one morning and finding people have got a new way of moving people up and down high buildings. Ici, encore une fois, il nous parle de l'importance des bonnes entreprises, mais comme vous l'avez entendu, à un très bon prix. Le but n'étant pas d'acheter toutes les entreprises de bonne qualité, parce que même s'il n'y en a pas autant qu'on pourrait le penser, il y en a tout de même une bonne cinquantaine, une bonne centaine, ne serait-ce que sur le marché américain, mais plutôt du coup l'acheter à des prix intéressants. Il a sa grosse watchlist des 50 meilleures entreprises du monde, il en a qu'une dizaine en portefeuille, et s'il y en a une nouvelle
qui atteint un bon prix, il l'achètera, il mettra un bon paquet dessus sur le moment et du coup ça lui permettra d'avoir une bonne performance et de rentrer à un bon prix sur l'action. Il parle également de l'émergence des nouvelles technologies. Il n'est évidemment pas contre les nouvelles technologies et il se voit totalement investir là-dedans. Par contre, attention à ne pas investir dans n'importe quoi. Je pense notamment à Nvidia, par exemple, qui a une certaine avance technologique, mais qui peut très facilement se faire rattraper dans ce domaine-là également. Donc au final, pour conclure, Terry Smith, du coup, il s'intéresse principalement aux bonnes entreprises qui ne détruisent pas de valeur, qui ont un excellent ROCE. Il ne s'intéresse pas non plus au value investing qui, selon lui, n'est pas plus performant que les autres investissements. C'est une façon parmi tant d'autres d'investir. Et lui, du coup, il va être plutôt focalisé sur la qualité des business, qu'il va juger plus intéressant, quitte à les acheter un petit peu plus cher, car grâce à leur ROCE qui va être plus performant, eh bien on pourra avoir potentiellement de bonnes surprises sur de bonnes performances, des bonnes années financières, et donc du coup potentiellement avoir de très gros retours sur investissement. Ce sont principalement les bonnes entreprises qui peuvent nous surprendre positivement et donc nous faire améliorer notre espérance de gain qu'on avait prédit. Il recherche tout le temps de nouvelles actions, il a à peu près une 60aine d'entreprises sur sa watchlist, mais il fait très attention au prix auquel il l'achète tout de même, donc la quality puis le value. Et ensuite, il nous dit qu'il est extrêmement méfiant sur les nouvelles technologies, car elles sont dures à évaluer comparées aux anciennes qui n'ont pas trop changé sur les 30 dernières années. Il parle notamment des très bons secteurs qui sont les systèmes de paiement, les logiciels. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si vous aussi vous avez la même stratégie d'investissement que Terry Smith.